rentre dans ce qui était la chambre de Ninon de l'Enclos. Elle avait choisi cette chambre parce que c'était la seule pièce du château qui, du matin jusqu'au soir, recevait le soleil. Alors, le soleil, le matin, dans son antichambre, parce qu'il se levait et que c'est orienté est. Ensuite, le soleil l'après-midi, puisqu'on est orienté plein sud. Le soleil dans son cabinet de travail, qui était plein sud. Et le soleil au couchant, là, on est plein ouest. Donc, elle avait du matin au soir du soleil. Et puis, elle avait surtout repéré que cette cheminée avait une triple taque de fonte qui renvoyait très vite la chaleur et qui permettait de chauffer la pièce. Parce que le problème, c'est le problème qu'on rencontre dans tous les lieux où il y a beaucoup d'eau. Le problème récurrent, c'est l'humidité. D'abord pour la conservation des œuvres et deuxièmement pour la sensation de froid qu'on a toujours quand on n'a pas le chauffage central. Donc cette pièce a été redécorée au XVIIe siècle, au moment où le frère de Louis de Mornay vient séjourner à Villarceau. Ce plafond, c'est la première chose que voyait Ninon quand elle se couchait, quand elle se levait. C'est un plafond italien du XVIe siècle. Il a été commandé en Bergame, donc tout ça on le retrouve dans le chartrier du domaine, qui est aux archives départementales. On retrouve la facture de l'artisan, le mémoire, comme on les appelait au XVIe siècle, donc commandé en 1548, posé en 1552. C'est un plafond diac grotesque. Alors grotesque aujourd'hui a le sens de ridicule, en fait c'est un plafond dont les motifs décoratifs que vous voyez sont tous reliés les uns et les autres par des petites cordelettes, par des petits fils. C'est un des principes du grotesque, c'est de faire se relier les éléments de ce plafond, ce qui était un jeu au XVIe siècle, d'aller essayer de faire comme les enfants font, vous savez, quelle ficelle tirer pour faire tomber le seau. C'est la même chose. Donc on cherchait à relier les personnages les uns avec les autres. C'est un motif décoratif qui est apparu à Rome au tournant du XVIe siècle, du XVe et du XVIe. Et lorsqu'on exhume les pièces du palais de Néron, on va découvrir des parois, des plafonds décorés avec ce type de motif décoratif. Et les archéologues remontent à la surface en parlant des pituri della grottesca, les peintures de la grotte. D'où le nom donné à ce style décoratif, les grotesques. À l'origine, jusqu'au XVIIe, ça s'écrit avec 2 T. Au XVIIe siècle, pour une raison inconnue, ça en perd un, ce qui apparente le mot ridicule aujourd'hui. Mais en fait, ces motifs n'ont rien de ridicule. Alors il faudrait que l'Académie française nous rétablisse le 2e T pour qu'à nouveau ce soit apparenté à la grotte. Parce qu'il faut que ça retrouve sa filiation naturelle. Voilà. Donc ça, c'est enflammer l'Italie du nord au sud, et tous les pays d'Europe de l'Est se sont emparés des motifs à la grotesque, et c'est devenu, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, une constante dans l'art décoratif italien, de mettre des grotesques dans les palais civils, dans les églises, même dans les cloîtres, où on décorait les cloîtres avec des grotesques. Et il est extrêmement rare d'en trouver en France, pour 2 raisons. Alors si vous allez en trouver du côté de Nice, Nice-Menton, vous allez avoir beaucoup d'églises ou de palais civils, de maisons civiles, décorées avec des grotesques. Tout simplement parce que le comté de Nice et de Menton appartenaient à la maison de Savoie, au roi des Savoie, la maison de Savoie qui deviendra roi d'Italie. Et donc, quand on découvre la porosité de la frontière entre la Savoie et l'Italie, et notamment le Piémont, fait que l'art décoratif se développe beaucoup en Savoie. Et quand vous faites le circuit des églises baroques savoyardes ou hautes-savoyardes, eh bien, vous allez trouver beaucoup de motifs grotesques qui vont décorer les édifices. Par contre, à la même époque en France, c'est le style Henri II, imposé par le pouvoir central. Et comme on voulait imiter, bien évidemment, tout ce qui se faisait, notamment au Louvre et à Fontainebleau, eh bien, c'est le style Henri II qui a prédominé, et non pas les grotesques. Ce qui fait que le plafond de Villarceau apparaît comme quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on ne connaît pas d'autres exemples de grotesques au nord de la Loire en France. Voilà, donc c'est un très beau plafond. Aucune restauration depuis qu'il a été posé. L'humidité qui monte par capillarité dans les boiseries n'atteint pas le plafond parce qu'il y avait ces planches qui servaient de filtre. Alors on les place dans le manoir, les portraits, ça permet un voyage immobile. Hein, au XVIe siècle, on voyage assez peu. D'abord parce que c'est très cher.
que c'est très insécurisé, c'est très inconfortable. Il faut bien vous imaginer des voitures sans suspension, avec, même lorsque les routes sont pavées, ce qui est le comble du luxe au XVIe siècle, les pavés sont disjoints, donc vous arrivez à destination avec le dos en compote. Même au XVIIe siècle, et pour l'élite aristocratique, la marquise de Sévigné qui va à Grignan chez sa fille, elle met une semaine pour faire Paris-Grignan, elle arrive à Grignan, elle reste 10 jours couchée parce qu'elle ne peut plus bouger, tellement elle a le dos massacré. Donc on fait un voyage immobile et ces portraits ils servent. Alors en regardant les portraits, ben, on voyage avec ces personnages, ces femmes. Alors le même modèle qui a posé hein, certainement la maîtresse ou la femme du peintre, l'école de Clouet. Clouet est un grand portraitiste du XVIe siècle. On retrouve là toutes les caractéristiques de l'école de Clouet. Donc c'est certainement quelqu'un qui a étudié dans l'atelier de Clouet ou chez un élève de Clouet. On a alors la dame du sérail. Alors une des 10, 20, 30 concubines du Grand Turc. Alors ça échauffe l'imagination au XVIe siècle, bien sûr. Les hommes se disent, vous vous rendez compte, il a un cheptel comme ça, incroyable. Donc il fallait représenter ça dans son manoir. Néanmoins, elle n'a pas l'air très heureuse hein, d'être dans le harem. Ça n'a pas l'air de lui donner le sourire. À côté, on a une Macédonienne avec cette coiffe inspirée des cheminées de Venise. Les cheminées qui marquaient les habitations des amiraux de la marine. Donc eux seuls avaient le droit de faire ces cheminées très évasées et qui étaient le moyen de reconnaître la maison qui abritait un amiral. Donc les Macédoniens s'étaient emparés de cette habitude vénitienne pour en faire des chapeaux. Et le rang social des femmes macédoniennes au XVIe siècle eh bien, était reconnaissable par la hauteur du chapeau. Alors quand on avait de très grands édifices comme ça en forme de cheminée, c'est qu'on était vraiment très, très à l'aise sur le plan financier. On a ici une turque, une sarde, une italienne, une hollandaise et une française. Qui vous donne là la mode à Paris hein, en 1550. Voilà ce qu'on doit porter. C'est le catalogue de la Redoute, mais malheureusement le modèle ne changeait pas souvent, puisqu'au XVIIe siècle, on a toujours les mêmes modèles sous les yeux. Deux portraits, alors qui sont une interrogation historique et artistique. Ces deux femmes, alors, deux chefs d'État, à une époque où le statut de la femme n'existe pas, où les femmes sont juste là pour perpétuer la race, perpétrer la famille. Elles n'ont quasiment pas de droit, en tout cas au nord de la Loire, parce que la situation des femmes dans le sud est un peu différente, mais au nord de la Loire, les femmes sont des mineurs assistés, qui doivent être représentés par leur père, leur frère, leur mari, leur cousin, et à une époque où on est en pleine guerre de religion. Le maître de maison, pour une raison que j'ignore, et je n'ai rien trouvé qui témoigne de ça dans le Chartrier, le maître de maison nous présente deux chefs d'État. Donc la première chose qu'il nous dit, c'est oui, les femmes peuvent être chefs d'État. Et la deuxième chose, c'est non seulement elles peuvent être chefs d'État, mais elles peuvent être de religions différentes et elles concourent au bonheur de leur peuple quand même. Donc c'est une affirmation extrêmement courageuse. À droite, on a Marguerite d'Autriche. Alors Marguerite d'Autriche, veuve du roi d'Espagne, elle, quand son mari meurt fou, elle prend le pouvoir, on ne peut pas dire autre chose, puisqu'elle va coller en prison les ministres qui ne veulent pas que ce soit une femme qui exerce la régence, qui voudrait que ce soit l'oncle du roi. Elle les colle en prison, puis au bout d'un moment, elle dit on arrête de les nourrir. Et quand ils ont été 3 ou 4 jours sans nourriture, ils ont trouvé tout à fait normal qu'une femme s'assoie sur le trône. Donc ils ont été libérés. Ça a été une femme qui a gouverné l'Espagne d'une poigne de fer, reine catholique bien évidemment. Elle était non seulement, alors c'était une Habsbourg, hein, elle était non seulement régente d'Espagne, mais elle était reine des Pays-Bas, duchesse de Bourgogne, duchesse de Savoie, et elle gouvernait depuis Madrid avec beaucoup d'autorité. Elle avait été humiliée par les Français qu'elle détestait parce qu'on lui avait promis la main du dauphin,
Et en fait, quand elle est arrivée, eh bien, le dauphin en a fait un autre choix, plus utile à la diplomatie française, et donc elle a été renvoyée en Espagne, et elle en a été bien sûr extrêmement vexée, et de ce jour, elle n'a eu de cesse que de nouer des liens avec les États qui étaient anti-français. Voilà. Et de l'autre côté, on a Élisabeth Ier d'Angleterre, réformée, la fille d'Henri VIII, le créateur de l'anglicanisme. Entre elle et Henri VIII, il y a eu 2 monarques, il y a eu un fils qui était anglican, mais très proche des luthériens, donc vraiment réformé. Ensuite, il y a eu Marie, la demi-sœur d'Élisabeth, qui était catholique, la fille de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII, catholique extrémiste, on dirait intégriste aujourd'hui, qui a voulu absolument ramener le catholicisme en Angleterre, et puis Élisabeth qui succède à Marie, Élisabeth qui va arrimer définitivement l'Angleterre dans la réforme anglicane. Voilà. 2 femmes, 2 chefs d'État qui donnent une idée de l'état d'esprit du maître de maison au XVIe siècle, certainement quelqu'un d'un peu avancé, qui porte un regard sur la société qui n'est pas le regard généralement admis au XVIe siècle dans ce type de maison civile. On n'est pas dans un palais national, donc on est dans un manoir civil au fond du Vexin, et personne n'arrive à comprendre pourquoi ces 2 chefs d'État sont là, pourquoi elles sont là. Alors elles sont contemporaines, bien évidemment, de la construction, des modifications apportées à la Renaissance. Alors ça, c'est une merveille absolue, ces 2 tableaux. Ce sont 2 natures mortes, une catholique, une protestante. Une protestante qui est signée par Pierre Dupuy. Pierre Dupuy, c'est un des maîtres de la nature morte française. Il a été très longtemps peintre à Amsterdam, où il s'est converti à la Réforme, il était luthérien, et il nous présente une allégorie de la foi chrétienne, sous la forme d'une nature morte. Alors c'est des tableaux extrêmement rares. On appelle ça des tableaux mystiques ou des tableaux parlants. Même si on peut mettre beaucoup de fantaisie dans une nature morte, je me suis dit, mais pourquoi un perroquet, pourquoi une pêche ouverte? Chez un peintre protestant qui est assez austère dans sa manière de travailler, dans sa représentation des choses de la nature. À chaque élément représenté, le peintre associe un symbole. Les symboles mis bout à bout nous délivrent un message qui n'est pas, bien évidemment, la scène représentée. La scène représentée, elle n'est qu'une illusion. Elle est pour celui qui n'a pas la clé pour ouvrir le tableau. Alors on a une pomme, une poire, un petit perroquet, un tapis qui là est très brillant, très riche, qui là dégringole, la trame commence à s'user, les couleurs s'estompent. On a un plateau d'argent, une pêche ouverte, une prune violette et puis du raisin. Donc le symbole associé à la pomme, tout le monde le connaît, Adam et Ève. Alors il fallait que les peintres trouvent un moyen de résumer tout l'Ancien Testament, de la Genèse au dernier livre avant la naissance du Christ, avec une grille de lecture qui est chrétienne. C'est-à-dire l'Ancien Testament est un acte prophétique qui annonce la naissance du Christ. Et il fallait trouver un symbole qui résume à la fois le livre d'Esther, les nombres, les psaumes, le Deutéronome, la Genèse, etc.